Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette table ronde autour des robots d'aide à la personne, avec même une formulation très ambitieuse pour ce qui est du titre. Est-ce un élément qui va nous amener vers une troisième révolution industrielle? Est-ce un vecteur, un support ou quelque chose qu'on peut relier, qui va faire participer notre économie de cette troisième révolution industrielle? Alors, pour parler de ces questions, avec moi, j'ai deux spécialistes et puis une auteure de science-fiction. Donc, quelqu'un que vous avez sans doute vu hier soir pour présenter Roméo, qui sera peut-être la préfiguration de ce que seront les robots d'aide à domicile. Donc, Rodolphe Gelin, qui est ingénieur en robotique, qui est actuellement directeur de la recherche à Aldebaran Robotics, qui est donc une société spécialisée sur ces enjeux de robotique. Rodolphe, qui est ingénieur des ponts et chaussées, qui a travaillé pendant un bon moment au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, et qui donc développe maintenant du matériel qui pourrait avoir des applications pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, et ce type de public. Juste à côté, nous avons Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur à Paris 6, qui est membre du laboratoire d'informatique de Paris 6, qui est auteur de nombreux ouvrages sur ces thèmes de recherche, qui sont l'intelligence artificielle, les sciences cognitives. Et puis, Jean-Gabriel a aussi d'autres travaux qui sont un peu connectés à ces aspects-là, qui sont des réflexions sur notre société de surveillance, ou de sous-veillance, comme il préfère l'appeler, qui sont, mine de rien, des aspects qu'on peut connecter à ces questions de robotique, même si c'est à la marge, à la périphérie. Et puis juste au bout, pour compenser ces deux scientifiques et technologues, on aura peut-être un regard décalé avec la science-fiction, avec Sylvie Lenné, qui effectivement préfère se présenter comme auteur plutôt que comme officiellement prof, puisqu'elle est professeure de sciences de l'information et de la communication à Lyon. Donc auteur de beaucoup de travaux, de nouvelles, de novellas, enfin plutôt les nouvelles d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est son format de prédilection. Donc Grand Prix de l'Imaginaire, 3 fois le prix Rosny Aîné, donc une œuvre assez conséquente. Et puis un recueil qui était en compétition récemment, mais qui malheureusement n'a pas eu les honneurs de sortir parmi le choix qui a été fait, donc l'opéra de Chaillat. Je vais commencer la table ronde avec une question assez classique, même si certains d'entre vous ont vu ce à quoi pourraient aboutir les recherches en robotique à un horizon relativement rapproché. Mais j'ai quand même demandé où est-ce qu'on en est actuellement au niveau des recherches, quels sont les progrès éventuellement à attendre, et puis à quel horizon on pourrait voir déboucher ce type de robot dans des foyers tout à fait réels. Rodolphe? Alors la recherche est bien plus en avance sur ce qu'on a vu hier soir sur Roméo. On a encore, ce sont les balbutiements de ce qu'on peut faire. Les chercheurs avec lesquels on travaille font des choses très avancées en termes de réflexion, de prise de décision, d'apprentissage. Donc il y a vraiment un champ des possibles qui est énorme, qui s'ouvre. Et là vous n'en avez vraiment vu qu'un tout petit morceau. Et puis pour dire quand ces robots arriveront, en fait il y a déjà des NAO, des robots NAO, les petits frères de Roméo, qui vivent déjà auprès de personnes âgées dans des maisons de retraite. Alors ils ne sont pas complètement autonomes, ils ne font pas tout ce dont on peut rêver, mais déjà ce sont des présences, ce sont des robots qui vont donner la météo aux personnes âgées, leur donner le menu de ce qui va les attendre à table. Et puis après, parfois en étant téléopérés, eh bien, par un médecin ou par un aide-soignant, le robot va interagir avec les personnes, leur faire de la gym, discuter avec elles. Et donc on a déjà des robots qui vivent avec des vrais gens. Alors évidemment, il faut que petit à petit ils soient de plus en plus autonomes, ils rendent de plus en plus de services, mais je pense que là, voilà, on a commencé. Alors maintenant, si la question c'est quand est-ce que chacun pourra avoir chez lui un robot autonome qui le distraira, qui l'aidera, bon ça va commencer 2, 5 ans, voilà. Ça dépendra vraiment du niveau d'autonomie et de service qu'on attend, mais je pense qu'assez vite on va pouvoir avoir des petits compagnons à la maison. Donc on est sur un horizon qui est relativement rapproché. Ah oui. C'est quelques années. Quelques années, oui. Et les Japonais qui servent d'exemple courant sont... Alors les Japonais, c'est très bien qu'on en parle, les Japonais vont mettre des robots à la vente au grand public l'année prochaine, en février 2015, et ils vont vendre des robots conçus et fabriqués par Aldebaran. Donc les Japonais qui sont si en avance, aujourd'hui ils vont vendre, ils vont distribuer des robots français. Donc ils sont en avance parce qu'ils vont les avoir chez eux, mais en même temps technologiquement c'est quand même chez nous qu'ils sont venus les chercher.
Donc Cocorico, pour une fois, on a un domaine qui est à la pointe. On peut dire ça, Cocorico, oui. Ce qui ferait plaisir à certaines autorités ministérielles, sans doute. Jean-Gabriel, comment est-ce que tu vois le sujet? Est-ce que Je ne sais pas si la question c'était est-ce que les robots en général vont arriver dans les foyers ou est-ce que ce type de robot que vend Aldébaran Robotique vont arriver dans les foyers? Parce que les robots, ce n'est pas le futur. Ils sont déjà potentiellement présents dans la vie de tous les jours et dans les foyers. Il existe, vous pouvez les acheter, des petits robots aspirateurs qui fonctionnent parfaitement. Alors ce ne sont pas des humanoïdes. Ils ne ressemblent pas aux hommes, mais étymologiquement, un robot, ça ne veut pas dire un androïde, ça ne veut pas dire que c'est une image de nous-mêmes. Étymologiquement, le robot, ça vient de la pièce qui a été écrite dans les années 20 par un auteur tchèque qui s'appelait Karel Čapek. Et il a appelé robot des dispositifs qui étaient capables de travailler. C'était des travailleurs artificiels. Et il a utilisé le radical. Vous savez qu'en russe, par exemple, travailler, c'est rabotat. Et là, c'est des petits travailleurs. Alors, des petits travailleurs, il en existe beaucoup. J'ai parlé des petits aspirateurs, il y a des tondeuses à gazon. On peut avoir des travailleurs virtuels, par exemple sur les réseaux. On peut avoir ce qu'on appelle des bots qui rendent de plus en plus de services. Et puis, au-delà de ces robots domestiques, on imagine beaucoup de choses. Vous savez que, par exemple, il existe dès à présent des voitures qui peuvent faire des créneaux toutes seules. Et Google imagine des voitures qui sont capables de se conduire de façon autonome. Et ce sont, d'une certaine façon, des robots, en tout cas au sens où je les définis. Alors ça, ce sont les domaines domestiques, mais il existe énormément d'autres domaines où la robotique peut être utilisée. Et si on parle de, puisque c'était le thème de cette table ronde, de nouvelles révolutions industrielles, c'est parce que les applications de la robotique sont vraiment extrêmement nombreuses. Et au-delà de ces applications de la robotique, le travail lui-même va changer parce que les robots manufacturiers sont en train de transformer ce qui se produit à l'intérieur de l'usine sur la chaîne de montage. Et ça va jouer, ça commence déjà à jouer un rôle central dans l'économie parce que pour avoir des usines rentables, eh bien, il faut qu'elles soient fortement automatisées. Donc de ce point de vue-là, le robot, c'est le présent plus que l'avenir. Donc pour le coup, ça casse le travail de l'auteur de science-fiction qui n'a plus grand-chose à faire. Sylvie, comment est-ce que tu vois le sujet? Parce qu'effectivement, quand on pense robot et qu'on pense SF, a priori, ce ne sont pas tellement des robots d'aide à la personne qu'on a en tête. Alors, hormis des cas récents comme Real Humans, où effectivement on voit un usage de ce type de robot pour de l'aide à la personne, mais a priori, ce n'est pas l'usage traditionnel qu'on peut voir fonctionner en SF. Alors moi, j'avais... Prends l'autre peut-être. Ça marche? Vous m'entendez? Bon. J'avais envie de réagir déjà sur ce que disait Jean-Gabriel, puisque Jean-Gabriel est parti sur la science-fiction. Moi, je vais partir du côté du robot. Je connais mieux ce domaine sous l'angle de l'intelligence artificielle et de l'approche rationnelle et de tout l'aspect service lié au fait que on a autour de nous des tas de robots qui sont capables de nous orienter vers des services bien identifiés, comme Siri dans un téléphone, qui peut comprendre une question au sens où il sait s'il faut utiliser le moteur de recherche Google, s'il faut activer le GPS, s'il faut mettre en œuvre tel ou tel service. Moi, ce que je trouve fascinant dans Roméo et de ce qu'il a de spécifique par rapport à tous les robots qui nous entourent, c'est cette extraordinaire fluidité corporelle, cet aspect humanoïde qu'on n'a pas encore vu autour de nous de manière très importante. Et puisqu'on a un de ces concepteurs ici, moi j'aimerais beaucoup savoir si cette maîtrise du corps, j'avais envie de dire cette intelligence du mouvement, qui n'est pas simplement un ensemble de capteurs, qui doit sans doute aller au-delà, si ça enrichit d'une certaine manière l'intelligence rationnelle du robot. Ou est-ce que la partie IA rationnelle est totalement dissociée de cet aspect fluidité de la gestuelle?
Aujourd'hui, c'est assez dissocié. En tout cas, dans ce que nous on fait, malheureusement, c'est encore assez dissocié, mais on voit bien que c'est dans ce sens-là que ça doit aller. Notamment par une chose qui nous intéresse pas mal, c'est que le robot, sa mécanique va se mettre en place, sa mécanique va se roder, sa mécanique va s'user, et donc il faut que le robot apprenne son propre corps. Et petit à petit, s'aperçoivent que ses moteurs tournent un peu moins bien, qu'ils ont un peu plus de frottement, et donc il y a toute une partie apprentissage du propre corps du robot, et là on rejoint des points qui sont traités en intelligence artificielle. On apprend en fonction de ce qu'on voit sur nos capteurs, du fonctionnement même du robot, de l'observation, donc de l'auto-observation de la boucle d'action-perception pour s'enrichir une propre connaissance de soi-même. Et le robot, par certains côtés, va pouvoir dire je suis en train de vieillir puisque mes réactions sont moins bonnes. Et donc ça peut être des informations qui seront remontées un peu plus haut dans l'intelligence artificielle, dans les prises de décision du robot à plus haut niveau sur ça veut dire si je dois être à telle heure, à tel endroit, il faut que je m'y prenne un peu plus tôt et certains gestes ne me seront plus possibles. Enfin, voilà, les robots peuvent aussi vieillir et prendre ça en compte dans leurs décisions. Donc en ce sens, oui, je crois que cette observation et le lien entre le physique et la décision va exister et va être de plus en plus pertinent. Je posais la question parce que dans d'autres tables rondes, on s'est beaucoup interrogé sur les conditions qui permettraient l'apparition d'une conscience de soi. Et on arrivait en général à la conclusion que cette conscience de soi-même était très liée à un substrat biologique, ou en tout cas un substrat corporel. Donc j'aimerais savoir si tu viens de répondre à la question un petit peu, mais est-ce qu'on a des indices qui disent qu'il commence à se passer quelque chose qui irait dans cette direction ? Alors, encore une fois, nous, on peut mimer la conscience, c'est-à-dire à partir de ces informations-là, des choses que les psychologues appellent la conscience, on peut dire, tiens, on va mettre ce petit morceau qui fait une auto-observation du robot. Mais voilà, encore une fois, cette observation, cette conscience, c'est nous qui allons la mettre dans le robot. Donc il n'y a pas une émergence spontanée d'une conscience chez le robot, c'est nous qui allons programmer une couche logicielle qui dit au robot, regarde ce que tu es en train de faire, regarde comment ça se passe, et évolue en fonction de ça. Donc c'est pour ça, pourquoi pas une conscience, mais ne perdons pas de vue que ce n'est pas la conscience qui naît au robot, c'est nous qui allons décider de mettre une couche logicielle qu'on pourrait appeler par analogie une conscience. Si on prend la question maintenant du côté des usages, à quel type d'usage on commence à réfléchir? Est-ce que c'est de l'assistance physique? Est-ce que c'est de l'assistance cognitive? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est de l'aide au déplacement? Est-ce qu'on commence déjà à réfléchir sur des formes de soins que les robots seraient capables d'assumer? Est-ce que c'est, je sais pas, pour des gens qui seraient atteints de la maladie d'Alzheimer, des formes d'assistance aussi qui permettraient de pallier certaines difficultés que des personnes âgées rencontreraient dans la vie quotidienne? Oui, voilà, j'ai presque envie de dire que c'est sur ces sujets-là que c'est peut-être le plus facile pour le robot d'intervenir. Des assistances cognitives, rappeler des médicaments, rappeler qu'il faut s'hydrater, rappeler qu'il y a des rendez-vous dans la journée, rappeler qu'il faut appeler ses enfants régulièrement ou leur rappeler qu'ils ne l'ont pas appelé, appeler le médecin. Voilà, donc toute cette assistance cognitive, ce compagnon domestique, et là c'est vrai que la forme humanoïde n'est pas indispensable. Cela dit, si c'est l'aspirateur qui s'approche de la personne en disant t'as pensé à prendre tes médicaments, voilà, peut-être ça éveillera moins de choses chez une personne qui est en train de perdre de perdre un peu ses repères dans la vie. C'est pour ça que la forme humanoïde est aussi, rien que pour des raisons de communication, d'interaction homme-machine, est assez appropriée. Et on va se dire qu'elle sera mieux acceptée pour toutes ces tâches que vous citiez. Alors, des aides cognitives, des aides physiques. Alors, faire des aides physiques, aller chercher à boire, passer... Alors, on me demande toujours, est-ce que le robot fait le ménage et repasse? Non, voilà, ça c'est des tâches qui... Voilà, il y a des robots dédiés, comme les robots aspirateurs qui font ça très bien, donc c'est un peu bête de demander à un robot humanoïde de passer l'aspirateur, même si... les spécialistes de l'aspirateur diront que le robot aspirateur, il passe pas vraiment aspirateur, il manque toujours une petite touche spécialisée. Voilà, donc vraiment, voilà, les assistances cognitives seront probablement celles qu'on pourra apporter les premières, parce que ça demande des robots qui sont pas forcément très gros, pas très puissants, pas très intelligents, et donc financièrement abordables et industriellement réalisables. Et puis avec les progrès de la science, de la technologie, on pourra offrir de plus en plus de services dans de plus en plus de domaines. Et la forme humanoïde, encore une fois, son intérêt, c'est qu'elle n'est pas spécifique d'une tâche en particulier, mais elle pourra être utilisée dans des tas de tâches à venir. Jean-Gabriel, puisqu'après tout on aurait pu se dire pourquoi un robot et pourquoi pas une forme d'intelligence artificielle répartie dans l'ensemble de la maison qui permettrait de découpler en quelque sorte ces tâches et de les mettre de manière segmentée. Oui, je pense que ce sont de multiples robots qui peuvent avoir des tâches qui sont des formes qui sont chaque fois appropriées aux différentes tâches. Et effectivement, pour aider une personne âgée, il faut qu'il y ait un robot qu'il soit suffisamment grand, qu'il soit à sa hauteur,
éventuellement qui se déplace, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait une forme humanoïde. Et souvent, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a tout un tas de mouvements qui sont compliqués à faire avec un humanoïde et qui sont beaucoup plus simples à faire avec tout simplement un robot qui est sur roue et qui se déplace. Alors la question qui se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est plutôt celle de l'acceptation de ces différents dispositifs. Parce qu'on a affaire à des objets qui ne sont plus simplement technologiques. Ce sont ce qu'on appelle des systèmes sociotechniques. À savoir qu'il faut, à la fois pour les concevoir et puis pour les mettre en œuvre, qui est tout un tas d'institutions, d'organisations sociales qui se déploient. Songeons par exemple au GPS, qui est extrêmement important. Il a fallu qu'il y ait des décisions politiques qui se prennent. C'est quelque chose qui se fait à long terme. Et pour les robots, c'est la même chose. Si on aide les personnes âgées, il faut qu'il y ait un robot qui soit là. Si la personne âgée commence à avoir un problème, il faut alerter. Et s'il n'y a personne de l'autre côté, c'est-à-dire qui est capable de recevoir l'alerte, et puis si une fois que l'alerte est reçue, il n'y a personne pour intervenir, c'est une façon de délaisser les personnes âgées, et donc ce serait un cauchemar. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les robots, il faut essayer de les apprivoiser, plus exactement, de construire la société autour de ces robots. Et donc, s'il y a troisième révolution industrielle, c'est pas seulement une révolution technologique, c'est aussi une transformation majeure de la société. Tout un tas d'activités, à mon sens, devront s'adapter à la présence de ces robots. Et c'est pour ça, je crois, que c'est aussi important. Alors là, on a parlé des assistances à la personne. Bien sûr, beaucoup d'autres applications sont présentes. Par exemple, dans le domaine médical, il y a énormément d'applications de la robotique. Alors ça peut aller des systèmes de robotique chirurgicale. Ce sont des robots télécommandés qui permettent au chirurgien d'agir de façon plus efficace. C'est-à-dire qu'il agit à côté du malade avec des bras qu'il télémanipule et qui vont lui permettre d'être beaucoup plus précis puisqu'il aura un champ beaucoup plus large. Ce robot lui-même n'aura pas d'autonomie. Il y a éventuellement des petites opérations comme la suture qui se feront automatiquement, mais en général, il ne sera pas autonome. Et puis on peut aller plus loin, il y a des prothèses neurales qui sont des formes de robots qui se commandent directement avec l'influx nerveux. Et puis il y a tous les organes qui peuvent exister. Vous avez entendu parler du cœur artificiel Carmat qui a été implanté. Alors aujourd'hui il y a eu 2 implantations, donc on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais c'est extrêmement stimulant comme type d'application de la robotique. Donc, et s'il y a des applications, il y en a beaucoup, et en même temps, ces applications, c'est une transformation, je crois que c'est ça qui est important, de l'ensemble de la société qui doit arriver à s'adapter à ces nouveaux dispositifs. Tout à fait, c'est ce qu'a très bien montré la sociologie des sciences et des techniques, c'est que la technologie n'est jamais que de la technologie, c'est aussi une insertion dans une société et avec des formes d'adaptation, de traduction effectivement de la manière dont arrive une technique. Alors justement Sylvie, est-ce que cette question du remplacement des humains, c'est pas quelque chose qui pose question ou qui même à la limite pose problème pour un auteur qui effectivement a l'habitude de faire fonctionner des environnements où se côtoient robots et humains, mais la tendance dans laquelle on est, que nous décrivent, voire que nous promeuvent certains acteurs qui ont aussi des intérêts économiques. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut poser question d'un point de vue presque anthropologique? C'est évident que ça pose d'énormes questions parce que quand on est auteur de science-fiction, on est très souvent en train de s'interroger sur la dimension sociale de la manière dont on va mettre en œuvre les technologies, de la manière dont les sociétés choisissent de se les approprier et de les digérer. Et moi déjà, ça me fait un effet extrêmement troublant. On a délégué déjà beaucoup de choses à des robots. On a délégué des fonctions qui étaient des fonctions de travailleurs au sens premier de Karel Čapek, qui étaient en gros des activités dangereuses, pénibles ou pas très intéressantes. Et là, on est en train d'envisager quelque chose qui est fondamentalement différent. On est dans des questions qui tournent autour de la question du vivre ensemble et du prendre soin les uns des autres, qui est quand même quelque chose de profondément humain et significatif. On est en train de parler d'isolement et de dépendance. Et ce que j'entends, c'est qu'on est en train de dire on aimerait déléguer à des machines le fait de prendre soin les uns des autres et des plus fragiles d'entre nous. Ce qui est une idée qui interroge profondément. Elle interroge
d'autant plus qu'en général, on la balaye. On balaye en tout cas certains aspects de la question. J'entendais Rodolphe Gelin nous dire tout le monde pourra avoir sans doute dans un avenir proche un tel robot. Moi, quand j'entends le tout le monde, il m'interroge aussi. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un réel service, déjà d'un simple point de vue écologique, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, l'humanité complète puisse être équipée de smartphones. Je ne pense pas qu'on dispose de suffisamment de minerais, de substances qui interviennent dans la fabrication de ces éléments extrêmement technologiques pour équiper l'humanité complète. On en est loin. Je pense, tout le monde n'a pas un téléphone portable en Afrique. Donc avoir tel type de robot, on pressent déjà que, bon, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui ont des aspirateurs robotisés. Donc on est en train de s'acheminer vers peut-être une perspective où c'est très paradoxal, ce serait peut-être donc les personnes les plus privilégiées qui bénéficieraient d'une assistance dont les humains se sont déchargés. Mais en tant qu'auteur de science-fiction, et forcément un peu pessimiste, parce qu'on aime bien jouer avec les idées qui font peur, moi j'imagine tout de suite un asile, un espèce de mouroir, un hospice rempli de vieillards, abandonnés des humains en forme et actifs qui ont bien d'autres choses à faire et qui sont pris en charge par un ou deux robots. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner comme scène, mais moi, ça me terrifie absolument. Oui, tout à fait. Enfin, ça peut effectivement poser question. Alors, d'autant plus quand on prend un peu de recul historique et qu'on regarde la manière dont on s'occupait des personnes âgées de manière traditionnelle. Effectivement, c'était une tâche plutôt réservée à la famille. C'était les jeunes générations qui se préoccupaient de leurs personnes âgées. C'est toute la question aussi du care, hein, comme diraient les anglophones. Alors, ce qui pour le coup pose des problèmes effectivement et des questions sociologiques, c'est qu'est-ce qui fait que ce type d'idée arrive en débat et devient quasiment évidente. Enfin, si on prend effectivement le contexte japonais, c'est l'hypothèse que la seule manière de résoudre une crise démographique, eh ben effectivement, c'est de faire appel à des robots. Alors pour des raisons qui peuvent s'expliquer localement, qui sont la réticence des Japonais à voir arriver sur leur territoire des populations qui ne sont pas proprement japonaises, pour le dire de manière euphémisée. Donc, alors j'imagine que pour le coup, le roboticien perçoit ce type de demande et en fait effectivement un créneau presque commercial. Mais on peut aussi aborder la chose avec un questionnement quasi sociologique. C'est qu'est-ce qui fait qu'une idée s'impose, enfin une idée de ce type, et qu'on se sent presque le devoir de répondre à la demande qui émerge. Ouais. Donc il n'y a pas la volonté chez le roboticien d'offrir une vie désincarnée et déshumanisée aux personnes âgées. Il y a le souhait du roboticien, c'est d'essayer d'améliorer avec ce qu'il peut faire le sort des personnes âgées. Et nous, quand on propose des robots pour aider les personnes âgées, c'est pas Aldébaran qui dit oh, il y a du pognon à se faire, on va y aller, puis on va leur rentrer ça de force dans les maisons. Ce sont les médecins, ce sont les personnes qui vivent avec les personnes âgées qui nous disent nous on n'y arrive plus. Autrefois les travaux pénibles c'était des travaux de visser des boulons, aujourd'hui les travaux pénibles c'est d'aller s'occuper des personnes âgées. Voilà. Ça serait bien si tous les gens avaient une grandeur d'âme et diraient moi je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans la vie c'est d'aller m'occuper des personnes âgées. Malheureusement, même voilà, on a de plus en plus de mal à trouver, à payer des gens qui vont s'occuper des personnes âgées. Donc moi, l'image que je vois aujourd'hui des maisons de retraite, c'est les mêmes personnes âgées que vous décrivez avec 2 infirmières pour s'occuper de 60 personnes âgées. Et ça me déprime aussi. Quand on met un robot, bah voilà, le robot, il va amuser un peu les gens, il va leur rendre des petits services. C'est pas la panacée. Ça serait mieux qu'il y ait plus d'aides-soignantes humains. On est tous d'accord. Mais voilà, donc nous on propose ça. Après, à chacun en effet de choisir sa maison de retraite. Si ma maison de retraite, elle peut se payer des gens, et à ce moment-là, je suis pas persuadé que ça soit les maisons de retraite pour riches où il y aura le plus de robots. Je pense qu'au contraire, les maisons de retraite pour les gens très riches, bah, il y aura des beaux infirmiers, des belles infirmières pour s'occuper des personnes âgées. Et en revanche, peut-être que le robot, ça sera une solution technologique pour les maisons de retraite qui n'ont pas les moyens de se payer une armée d'infirmières et pour compenser le manque de personnel. C'est pour ça, comme vous dites, hein, c'est le métier des auteurs de science-fiction, puis après c'est le métier de noircir les évolutions de la société, puis c'est le boulot des gens qui font des robots de dire... c'est à nous de choisir ce qu'on va faire de notre société, évidemment. Si on décide qu'on va simplement faire des bêtises avec les technologies qui arrivent,
bon, mais c'est un choix. Et là, c'est pas... Et la question se pose avec toutes les technologies, comme les enfants qui s'enferment à jouer toute la journée sur leur smartphone. Voilà, donc ce sont des abus, et la robotique, comme toutes les autres technologies, amènera des abus, mais apportera aussi des tas de choses positives, et c'est dommage de toujours montrer que le verre à moitié... Ganassia qui voulait compléter. Oui, je voudrais être moins pessimiste quand même, parce qu'on ne voit que l'aspect négatif, c'est-à-dire l'abandon des personnes dépendantes à des robots. Et dans le cas de la médecine, par exemple, et en particulier pour les personnes âgées, la réalité est un tout petit peu différente. C'est que grâce aux robots, grâce aux différents dispositifs que l'on peut mettre à disposition de personnes qui sont atteintes de troubles cérébraux, on va pouvoir les laisser en situation d'autonomie dans leur milieu, dans leur maison pendant beaucoup plus longtemps. Et donc on va reculer le moment où on sera obligé de les mettre dans des milieux fermés. Vous savez, souvent, quand une personne commence à être très âgée, on craint qu'elle se perde parce qu'elle perd la mémoire, on craint qu'elle tombe. Et à ce moment-là, on doit la mettre dans un EHPAD, ces hôpitaux qui sont en général, même s'ils sont bien tenus, s'ils sont extrêmement bien organisés, mais ils changent les gens de milieu et ils vont les faire décliner très rapidement. Et grâce aux robots, on maintient beaucoup plus longtemps les gens chez eux. De ce point de vue-là, c'est très positif. Je crois qu'il y a énormément d'applications de la robotique qui ont des aspects positifs. Bien sûr, et c'est pour ça que je crois qu'il faut prendre garde, la robotique, elle sera à l'image de la société qu'on veut faire. La technologie, elle ne nous tombe pas sur la tête, c'est nous qui la fabriquons pour nos propres besoins. Si nous avons de l'imagination, du courage et que nous sommes munis de bonne volonté, à mon sens, la robotique que nous ferons sera utile. Si au contraire, on se désintéresse d'un certain nombre de choses, à ce moment-là, elle risque d'être très néfaste. Donc pour les comptes de la sécurité sociale, il y a peut-être un intérêt à voir se généraliser ce type d'équipement si on considère que... Bah, oui, vous ne croyez pas si bien dire. Nous, tous les développements non, oui, je le dis à moitié de manière humoristique. Qui sont faits, on est suivi par des assurances et par la CNSA, par des gens qui travaillent, qui réfléchissent à ça, comment assurer une meilleure autonomie, un meilleur vieillissement. Et ils étudient la robotique parmi d'autres solutions comme voilà, la santé éternelle, on ne meurt plus. Voilà, ça fait partie des technologies qu'il faut étudier pour avoir une meilleure façon de vieillir. Et voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est la seule et que c'est la bonne et que voilà. Oui, Sylvie, parce que... Oui, Vas-y, je t'en prie. Moi aussi, il y a autre chose qui me paraît extrêmement positif et stimulant et qui mérite d'être souligné. C'est tout ce que les travaux actuels vont peut-être permettre de clarifier, de vous faire avancer en termes de psychologie et de philosophie. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des robots dont la forme d'intelligence et de comportement est très rationalisée. Et moi, ce que j'espère et que je trouve fascinant, c'est que ça va peut-être en creux mieux nous permettre de comprendre ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, l'empathie et l'intelligence des relations entre êtres humains. Je suis désolée, là, je me rappelle plus ce que je voulais... oui. Non, pardon, je suis un peu fatiguée là, à ce moment des utopiales. Je vais t'aider. Mais j'y reviendrai, oui, tu vas. Parce que quand on avait discuté par mail pour préparer la table ronde, tu avais fait émerger assez rapidement les aspects éthiques qui avaient l'air de te préoccuper fortement. En quoi, effectivement, il y a des enjeux éthiques qui sont très forts dans cet usage à terme potentiellement généralisé de ces robots? Les enjeux éthiques, oui, on en parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus d'enfoncer le clou. Il est clair que les usages qu'on choisit d'avoir d'un outil, ce sont des choix sociaux. À l'heure actuelle, mais je crois qu'on est nombreux à être concernés par cette question, on a l'impression que les choix de société, les choix éthiques sont essentiellement des choix économiques, que les intérêts qui sont défendus sont les intérêts des clients, des acheteurs, des concepteurs, des sociétés, mais c'est ça dépasse largement le cadre de la robotique ou de l'intelligence artificielle. C'est vrai dans tous les domaines. Donc oui, ça c'est un questionnement général sur la manière dont on envisage notre éthique. Mais pour terminer avec ce que j'ébauchais tout à l'heure, moi ça me frappe beaucoup depuis le début de ces utopiales,
où on parle d'intelligence sous tous les angles, où on parle d'intelligence artificielle, d'intelligence de robots, d'intelligence extraterrestre. On met toujours l'approche rationnelle, l'approche analytique et la science comme point commun à toutes les intelligences et comme manifestation essentielle de l'intelligence. Et je serais personnellement ravie si le fait d'aller le plus loin possible dans la conception d'un robot qui intègre tout ce qu'on est capable de faire du point de vue d'une approche analytique, scientifique et rationnelle sur le rapport au monde, sur l'analyse d'une situation, de ce qui se passe dans un univers, si ça nous permettait de découvrir en creux tout ce qu'il y a d'autre comme composant de l'intelligence dans une société humaine, dans la manière dont elle construit son éthique, dans la manière dont elle définit ses règles du vivre ensemble, on en revient toujours là, et de vivre aussi en harmonie avec l'univers sur lequel elle est, la planète sur laquelle elle est. Ce ne sont pas, j'en suis persuadée, que des questions qui se traitent sous l'angle de la science et de la raison et de l'analyse. Alors ça va me permettre d'enchaîner avec la dimension relationnelle. Et j'imagine qu'il y a des formes d'expérimentation, de mise en situation concrète pour voir comment les personnes réagissent avec ces robots. Enfin, pour ceux qui ont vu la série Real Humans, où effectivement on a une mise en situation réelle, avec même quelqu'un qui s'attache à l'entité qui était censée la servir. Est-ce que expérimentalement on constate déjà, ou est-ce qu'on anticipe des formes d'attachement possibles des personnes avec leur robot d'assistance? Puisque moi j'ai entendu des gens qui discutaient, qui disaient moi j'ai donné un petit nom à mon robot aspirateur par exemple. Absolument, de toute façon l'être humain il a besoin de ça. C'est un de ses modes de fonctionnement, il faut qu'il s'attache aux objets qui l'entourent, soit en les détestant, en leur donnant des coups de pied, soit en leur donnant des petits noms. Et ce lien émotionnel, en effet, je pense qu'il est pertinent de s'en servir parce que chez nos robots, là, comme on le disait, Nao et Roméo, on travaille beaucoup sur leur apparence physique pour qu'il y ait déjà un premier aspect, une première sympathie qui apparaît avant même que le robot fasse le moindre geste. Et ça, c'est important parce que les gens accepteront mieux une technologie si physiquement déjà elle n'est pas rebutante. Et après, nous travaillons beaucoup sur ce que vous dites, c'est-à-dire que le robot, lui aussi, doit comprendre la psychologie humaine pour mieux s'adapter à lui. Beaucoup de travaux sont faits actuellement sur la perception de l'émotion de l'utilisateur du robot pour que le robot perçoive si la personne en face de lui. Alors on a fait une démonstration très convaincante hier sur la reconnaissance de l'âge et du sexe, mais on peut aussi reconnaître quand on n'a pas le soleil dans l'œil le sourire, l'abattement par la forme des épaules, et le robot va s'adapter à toute cette dimension-là aussi qu'il va percevoir chez son utilisateur pour aller comprendre le mieux possible, au-delà des mots, l'état de son opérateur, son utilisateur, et s'adapter à lui. Et en retour, le robot, il va avoir une certaine forme d'expression d'émotion pour faire apparaître une sorte d'empathie. Alors évidemment artificielle, on peut dire c'est jouer, c'est mentir, c'est pas bien. Mais qui de nous n'a jamais joué l'empathie avec quelqu'un parce que même si on ne le ressent pas, on fait un effort parce que ça va lui faire du bien, c'est de la politesse. Donc les robots vont avoir ce mode de politesse aussi, percevoir l'état de leur opérateur et s'y adapter. Et en creusant ça, on s'intéresse de plus en plus aux relations sociales, ce que c'est que le profil psychologique de quelqu'un pour que le robot soit capable de modéliser ça aussi. Et on n'est plus très loin de sciences sociales et de toutes les interrogations hors sciences dures que les roboticiens, c'est vrai, que se posaient jusque-là. Et tant qu'on aura, et c'est une dimension vraiment très importante à prendre en compte dans les développements de la robotique d'aujourd'hui, si on veut que ces machines soient acceptées avec leurs qualités et avec leurs défauts. D'où les aspects cognitifs, Jean-Gabriel. Oui, tout à fait. Ça fait l'objet de beaucoup de travaux sur les interfaces homme-machine où on prend en considération ce que le dispositif nous invite à faire, ce qu'on appelle son affordance. Et bien sûr, pour communiquer avec un homme, il faut mimer des attitudes affectives parce qu'on sait que l'échange, la compréhension se fera beaucoup plus rapidement. Ces questions sociales, ces questions relationnelles, elles sont bien sûr au centre des problèmes qui se posent aujourd'hui aux roboticiens. Pensons par exemple à la voiture Google. Elle marche très bien, des expérimentations ont été faites, elle est assez efficace, elle a beaucoup moins d'accidents. Peut-être qu'un jour, ces voitures circuleront dans nos villes. Il y a eu très dernièrement un article qui a été fait dans la MIT Tech Review qui disait
la voiture Google a un certain nombre de problèmes, rencontre un certain nombre de difficultés. Elles ne sont pas du tout liées à ce qu'on imaginerait, c'est-à-dire aux problèmes de circulation en ville, parce que ça, elle est capable, avec ses capteurs, de percevoir les autres voitures, d'adapter son rythme de croisière, de s'arrêter s'il y a un piéton qui passe, etc. Les problèmes sont vraiment des problèmes d'ordre sociaux. D'abord, les feux de circulation. C'est étonnant, mais pour qu'elle soit capable de savoir qu'il faut s'arrêter, bien sûr, elle perçoit qu'il y a un feu rouge ou vert, mais il faut qu'elle sache que c'est bien un feu de circulation. Sinon, elle risque de confondre en ville une enseigne lumineuse et le feu de circulation. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que s'il y a une évolution des feux de circulation qui ne correspond pas à ce qui a été noté sur la carte, la voiture aura un certain nombre de problèmes. Et puis, une deuxième chose, c'est extrêmement difficile, si quelqu'un lui demande de s'arrêter. Ben, a priori, elle ne va pas s'arrêter. Et si c'est un agent de police, elle n'est pas capable de reconnaître un agent de police et de s'arrêter à ce moment-là. Alors là, on voit bien toutes les difficultés, tout ce qui fait qu'on a des codes sociaux qui sont à l'œuvre automatiquement. On sait que si un policier qui vous arrête, il faut absolument s'arrêter. Elle, la voiture, ne saura pas le faire. Donc voilà, on se rend bien compte avec ce type d'exemple que le déploiement des robots dans l'univers qui est le nôtre est vraiment dépendant de ces aspects relationnels. Oui. Moi, j'avais envie de revenir sur... on parlait de la construction d'un lien empathique, de l'affectivité qu'on a besoin d'investir dans ces robots et que les concepteurs encouragent, en fait, pour créer du lien et qu'ils trouvent une vraie place dans une relation qu'on construit avec eux. Et on était un certain nombre de filles à se faire toute la même réflexion. Et je profite de l'occasion pour la poser ici. Roméo, physiquement, est relativement asexué. Son nom donne une orientation, mais son discours, lui, est non seulement extrêmement sexualisé, mais on a été un certain nombre à se demander s'il n'était pas même à la limite du machisme, au sens où la manière dont le robot s'adresse aux hommes et aux femmes est très clairement différente. Moi personnellement, je ne l'ai pas entendu, mais il y a sur le plan de l'humour un certain nombre de blagues qui vont dans le sens, peut-être de donner des rôles un peu stéréotypés aux femmes ou de plaisanter à leur sujet pour créer une complicité. Et ça nous a interrogés. Est-ce qu'on est en train de faire un lien entre l'affectif et le sexualisé ? Est-ce que c'est une volonté ? Est-ce que c'est une volonté marketing ? Ou est-ce que ça fonctionne sur d'autres principes et je me trompe complètement ? Alors, je voudrais, si c'est le cas, de présenter toutes nos excuses, si on a pu choquer. C'était, a priori, nos programmes, il n'y a pas de test à part pour dire monsieur ou madame, mais sinon, je crois que les phrases sont les mêmes. Il y a le premier test, on ne demande pas l'âge des dames. On ne demande pas l'âge des dames. C'est ça. Ça a été noté. Donc ça, c'est sûr. Et il y a une chanson avec la connerie. La chanson à la fin ? Oui, la chanson à la fin. Bon, la chanson à la fin, c'était une plaisanterie refaite sur le... Bon, alors, je vous prie de nous excuser si c'est le cas. Donc, justement, nous, on voudrait que le robot, on n'y mette que des codes qui sont... bien sûr, qui va transcender les sexes. Cochonnerie, je crois. Cochonnerie ? Bon, il faudrait revoir avec l'auteur des paroles ce qu'il entendait par là. Donc, bien sûr, c'est pas du tout notre volonté, c'est juste de la maladresse d'auteurs débutants qui font ça, qui préparent une démonstration peut-être trop vite le samedi après-midi. Voilà, donc effectivement, le robot ne devrait pas être sexué. Quand on nous demande si c'est un garçon ou une fille, on dit c'est un robot. Et bien sûr, ça serait bien qu'il évite de reproduire des erreurs qui ont été faites par des sociétés machistes par le passé. Et alors là, je prends toutes les critiques pour que ça n'arrive plus au plus vite. Dans la formulation de la table ronde, il y avait l'expression révolution industrielle. Quel serait le modèle économique qu'on pourrait envisager pour rendre, si l'hypothèse est faite, cette généralisation envisageable ? Puisque bon, la chose a été mentionnée, c'est quand même des objets qui coûtent relativement cher. Quel est le type de modèle économique qui serait envisageable ? C'est un sujet de recherche à part entière, le modèle économique. Et ce qu'on cite souvent comme exemple, c'est les téléphones portables. Quand vous devez acheter un téléphone portable plein pot, c'est très cher et peu de gens peuvent s'acheter leur iPhone sans abonnement. Aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone portable qui coûte 1 €, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas le prix de l'objet
c'est le prix que vous payez parce que vous allez prendre un abonnement avec. Donc de la même façon, on pense que l'achat d'un robot, alors les prix vont baisser parce que les quantités vont augmenter. Quand on dit qu'on va faire des robots pour tout le monde, c'est au sens littéral pas littéral du terme. Voilà, c'est une façon de parler pour dire qu'on ne veut pas faire un robot réservé à une élite justement, mais on veut faire des robots dont les prix soient raisonnables et en permettent l'acquisition par ceux qui en ont l'envie et qui en ont le besoin. Et pour ça, il faut comme souvent dans beaucoup de cas aller vers la quantité. Alors c'est vrai avec les problèmes de ressources que cela pose. Je reconnais que c'est un sujet à traiter. Et donc le modèle économique s'appuiera sur des productions en masse pour baisser les prix et puis des services qui viendront avec. Avec son robot, on achètera du service et nos robots, ça coûteront quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais viendront avec des abonnements qu'on pourra ou non résilier de la même façon qu'un téléphone portable. Plus des supports qui pourront venir de la sécurité sociale. Si la sécurité sociale dit moi je m'aperçois que en laissant les gens, comme le disait Jean-Gabriel, plus longtemps chez eux, ça me coûte moins cher en maison de retraite, en hôpitaux, je peux subventionner un petit peu ça pour peu que ça soit comme si c'est sous ordonnance par exemple. Les assureurs, les mutuelles, Europe Assistance nous a dit, nous d'un robot comme ça, s'il pouvait m'assurer que quand on signale une chute, c'est vraiment une chute et qu'on est obligé de se déplacer sur place, on gagnerait beaucoup d'argent en évitant des fausses alertes. Voilà, donc il y a tout un écosystème à mettre en place autour de l'objet robot lui-même, plus les gens qui vont développer des applications. Imaginez que sur un téléphone portable, moi je pense que 98% des applications que j'ai sur mon téléphone sont gratuites, alors qu'il y a du travail derrière. Donc vous voyez qu'on a inventé des modèles qui sont pour le téléphone portable, qui étaient sans doute assez insoupçonnables il y a 10-15 ans. Donc, je pense que de la même façon, avec les robots, vont se mettre des modèles économiques, des écosystèmes tout autour, qu'on a un peu de mal à imaginer aujourd'hui parce que c'est un objet tellement nouveau. Jusqu'à parler de révolution industrielle, Jean-Gabriel ? Oui, révolution industrielle, pour deux raisons. D'abord parce que les applications de la robotique sont extrêmement nombreuses. Pas seulement, on l'a vu dans la maison, pas seulement à l'hôpital pour les personnes âgées, mais dans le domaine médical, dans ce qu'on appelle les milieux hostiles, que ce soit la conquête spatiale, que ce soit les centrales nucléaires, lorsqu'il faut faire des réparations. Et puis, je veux dire, tout un tas d'autres applications sur ce qu'on appelle la robotique virtuelle que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que tous les domaines vont bénéficier de la robotique. Mais au-delà de ça, et c'est le deuxième aspect, c'est ce qui fait que c'est une vraie révolution industrielle, c'est que la production elle-même va faire appel à des robots. Elle fait déjà depuis longtemps appel à des robots, mais ceux-là sont en train d'évoluer, d'être plus performants, plus autonomes à l'intérieur des usines. Ça veut dire, comme dans toute révolution industrielle, qu'il y a deux choses. Il y a d'une part un nécessaire équipement pour rendre les usines plus compétitives, sinon elles seront obligées de fermer. Et puis deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un effet sur l'emploi. Il y a un certain nombre de corps de métier qui risquent de se retrouver au chômage. Donc ce sont des choix difficiles. Et en même temps, on peut dire qu'aujourd'hui, la robotisation ne condamne pas l'emploi. Je dirais même que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de renouveler le parc robotique, on risque d'avoir une crise économique majeure. Dans notre pays, c'est un problème extrêmement important. Parce qu'on voit que pour des raisons de rentabilité, les industriels n'ont pas renouvelé suffisamment rapidement le parc robotique. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, en conclusion... Non, je t'en prie. Je t'ai interrompu, donc... Oui. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que ce qu'on a vu là, dans tout ce qui concerne la robotique, c'est que la technologie n'intervient pas seule. Bon, d'abord, la robotique, c'est une technologie composite. Il y a de la mécanique, ce qu'on voit pour des robots comme Nao, et puis il y a de la perception, des capteurs, et ensuite il y a des techniques d'intelligence artificielle qui analysent les résultats des capteurs, et puis ensuite il y a des techniques d'intelligence artificielle qui vont prendre en compte le contexte, les capteurs pour déterminer les actions à accomplir et pour programmer ces mécanismes complexes ou dans la robotique virtuelle pour savoir ce qu'il faut faire. Donc c'est une discipline composite. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que pour mettre en œuvre la robotique aujourd'hui, on ne peut plus se limiter simplement à un savoir technique, il faut qu'il y ait un savoir sociologique, il faut qu'il y ait des cognitivistes, il faut qu'il y ait des économistes qui réfléchissent à tout ça. Et donc, on pourrait dire que
troisième révolution industrielle, reprendre le mot de Clémenceau qui disait « La guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux militaires » et dire « La robotique aujourd'hui est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seuls techniciens et aux seuls roboticiens ». Et bientôt, les modérateurs seront eux-mêmes remplacés par des robots aux utopiales dans un avenir Les proche. participants aussi. Les participants aussi, peut-être. Sylvie, un dernier mot sur peut-être la silver economy, enfin, ce qu'on appelle maintenant l'économie des cheveux gris. Est-ce que dans la science-fiction, on peut trouver des formes de résonance, de rapprochement avec cette espèce de mélange entre une économie qui se développerait dans un sens où les robots seraient très présents, et puis cette reconfiguration des rôles confiés aux humains Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la science-fiction, hein. Du côté de la prospective, il y a déjà des tas de prévisions qui sont faites à relativement court terme. La dernière que j'ai entendue, la semaine dernière, disait que avec la perte probable des emplois de service vers laquelle on s'achemine, et là je ne parle pas d'aide à la personne ni de robots, je parle simplement dans le domaine de l'IA, de gens qui font de l'assistance aux clients, de gens qui font déjà tout ce qui est démarche téléphonique. Vous savez, déjà quand on appelle EDF ou des services publics ou privés de grande envergure, en général, on a une phase de 10 minutes pendant laquelle on doit choisir une option, on ne sait pas trop ce qu'on doit demander parce qu'on est toujours dans un cas non prévu. Et ensuite, il faut 20 minutes avant d'avoir un être humain. Et on est quand même heureux de l'avoir au bout du fil. Quand les IA vont s'améliorer, je pense que les occasions qui nous permettront d'avoir un être humain au bout du fil deviendront de plus en plus rares et de plus en plus précieuses. En tout cas, j'ai lu un élément de prospective récent qui prévoyait la perte de 3 millions d'emplois liés à des activités de service dans un horizon de 10 ans et une élévation du taux de chômage de l'ordre de 20%. Ce n'est que de la prospective, mais ce n'est pas de la science-fiction, donc c'est sans doute sérieux. Et d'autre part, juste un dernier mot, après je ne dis plus rien, on parlait de processus de production, de chaînes de montage, Jean-Gabriel nous parlait de chaînes de production prises en main par des robots. Oui, certes, mais ça ne règle pas toute la question écologique de ces processus de production. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Enfin, pas que les processus de production, enfin les matériaux même pour fabriquer ces robots. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Les sont métaux rares que l'on va extraire dans des mines dans des conditions épouvantables. Voilà, si ces robots se généralisent à un point qui est envisagé par ceux qui les promeuvent, voilà, comment est-ce qu'on réfléchit à la question des matériaux nécessaires puisque ça serait une quantité colossale de matériaux et pour certains potentiellement rares. Oui, c'est indéniable, ça fait partie des chantiers auxquels il faut s'attacher, mais ce n'est pas spécifique à la robotique. Oui, tout à fait, Donc je peux espérer que la robotique fera attention, veillera à tout ce qui se passe dans ce domaine-là pour des systèmes d'alimentation, pour des choix de composants qui seront le plus compatibles avec l'évolution de la planète. Voilà, la robotique est encore une techno un peu jeune, une industrie un peu légère pour faire de tels choix, qu'on fasse peser ce poids-là, ces décisions sur l'automobile, je ne sais pas pour me défausser, hein, mais sur des gens qui ont des reins solides, des grosses équipes, voilà, nous associons-nous à ça. En revanche, dire à Aldébaran, avec ses 400 personnes qui essayent péniblement de faire marcher un robot, mais les gars, votre truc, il n'est pas recyclable en plus. Donc, voilà, chaque chose en son temps. C'est vrai qu'il faut prendre ça en compte. Mais, ou est-ce que les matériaux sont sourcés, par exemple? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est des questions sociales. Voilà, c'est des questions sociales, des questions dont vous avez raison qu'il faut se poser maintenant. En effet, parce que s'il y a des choix à faire, qu'on peut les faire maintenant, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Et c'est de la même façon que les questions sociales de comment on met des robots chez les gens. Posons-nous les bonnes questions maintenant avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est pour ça que c'est très bien que vous nous taquiniez sur tous ces sujets, ou vous nous remettiez en question. C'est pas vous qu'on taquine, non, mais je comprends bien, le processus de conception, il est passionnant. Exactement. Et nous devons être, il faut qu'on soit interpellés très tôt là-dessus pour pas grossir le torrent des erreurs qui ont été faites par le passé. Il reste quelques minutes que j'aimerais réserver pour le public, pour quelques questions que nos discussions auraient fait émerger ou pour des points qui mériteraient d'être éclairés et complétés. Y a-t-il des questions? Oui, je vois quelques mains se lever. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui. Bonjour.
J'ai une question par rapport à votre définition de la révolution qu'apporterait la robotique. Tout simplement, aujourd'hui, nous avons les robots qui sont, vous l'avez vous-même, vous avez donné beaucoup d'exemples de leur présence. Moi, je m'interroge plus sur la liberté dans les choix que les robots pourraient avoir. Par exemple, il y a une expérience récente qui a été effectuée sur des robots qui avaient pour seule mission d'avancer, de bouger. Et ils ont eu chacun des comportements complètement différents. Certains tournaient qu'à gauche, certains qu'à droite. Certains même, ils ont eu un robot suicidaire qui a arrêté de bouger. Donc je souhaitais savoir si ce côté liberté dans le choix des robots est quelque chose qui est maintenant pris en compte, qui les rendrait peut-être même plus humains, plus avec une conscience, peut-être un début de conscience. Merci. Ouais. Nous, on travaille plus sur des agents autonomes. Alors c'est l'équivalent des robots, simplement c'est virtuel. Ça joue un rôle important dans beaucoup d'activités. Par exemple, dans le domaine aéronautique, vous savez que le pilotage se fait en grande partie avec de tels agents. Et l'une des questions qui se pose lorsqu'on a une décision complexe à prendre, c'est comment faire interagir ces robots qui ont une certaine compétence. Quelquefois, ils ont des résultats de capteurs, ils sont capables de faire des calculs beaucoup plus rapidement qu'un certain nombre d'hommes, et puis d'autres hommes. Et là, effectivement, il y a interaction. Et ces robots, ils ont, en fonction de la situation, ils nous proposent différentes possibilités. Et on s'est intéressé aussi à la question d'éthique des robots. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Alors, il y a tout un tas de débats sur le sujet. Ça irait bien sûr beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait dire dans cette table ronde. Mais par exemple, dans le domaine militaire, la question qui effraie, c'est de se dire... Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas, bien sûr. Si on avait un drone qui non seulement se conduirait de façon autonome, comme les drones actuels, mais qui serait capable de décider d'agir de façon autonome. Et à ce moment, est-ce qu'on pourrait le faire de façon raisonnable ? Ça donne vraiment froid dans le dos. Mais c'est pas de la science-fiction. Il faut savoir que les militaires pensent à ça. Et il y a un technologue aux États-Unis qui s'appelle Ron Harkins, que certainement quelques-uns d'entre vous ont rencontré ou ils en ont entendu parler, spécialiste de robotique. Il dit les robots soldats seront beaucoup plus éthiques que les soldats humains. Pourquoi ? Parce qu'ils seront capables de tirer juste à bon escient, de tuer lorsque c'est nécessaire, ils obéiront aux lois de la guerre. Alors ça donne vraiment froid dans le dos. Je pense qu'on est très loin d'être capable de réaliser de tels robots parce que les lois de la guerre sont extrêmement difficiles à formaliser, mais en tout cas, ça répond peut-être partiellement aux questions que vous posiez. Ça fait partie des interrogations auxquelles on essaye de répondre dans les laboratoires. Et je voulais juste rajouter que la science-fiction a réfléchi à la question de la liberté du robot. Il y a en particulier l'exemple extraordinaire de la dimension des miracles de Robert Shickley, dans lequel l'ordinateur qui choisit le gagnant du grand sweepstake intergalactique choisit par erreur un humain exprès parce qu'il revendique le droit qu'il a de faire une erreur sur je ne sais combien de milliards d'opérations. Et il tient à l'exercer parce que c'est sa liberté. Une autre main s'est élevée, j'ai vu, plus vers le fond, voilà. Et il y a monsieur... Ce qui sera la dernière question, si elle est courte de surcroît. Il y a un monsieur derrière qui est aussi. Oui, en fait, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment aller vers du tout robotique ? Et finalement, quelle limite on va poser entre le rôle qu'on veut garder pour l'humain et la part de robotique dans nos vies, en fait ? Ça, c'est le choix que vous faites. Nous pensons que l'être humain est libre. Hier, on discutait avec une jeune fille qui disait moi, les robots, j'en veux pas, c'est de la folie. Et puis, on lui dit t'as bien un téléphone portable ? Il dit non, j'ai pas de téléphone portable. Donc, on est vraiment libre de s'associer à une technologie ou pas, enfin me semble-t-il. Et si je me trompe, il faut me attirer mon attention là-dessus, mais voilà, ça ne sera pas pour tout le monde de force, le robot, ça veut dire que ça sera accessible au plus grand nombre, et ceux qui en veulent en prennent, et ceux qui ont les moyens de s'occuper de leur grand-mère eux-mêmes, c'est mieux, c'est sûr. Mais je pense que c'est une très très bonne question. Jusqu'à quel point les tâches doivent être automatisées ? Et on n'a pas toujours de réponse là-dessus.
Je parle, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, parce que cette question s'est posée de façon très concrète. Il y a une quinzaine d'années, un des personnes importantes dans le domaine de l'aéronautique avait coutume de dire, dans 10 ans, parce qu'on dit toujours dans 10 ans, dans les avions, dans les cockpits, il y aura 2 individus. Alors c'était à l'époque où on parlait du pilotage à 3, à 2, etc. Donc les gens tendaient l'oreille et il dit, ce seront un homme et un chien. Et le chien sera là pour s'assurer que l'homme ne touche pas aux manettes. Hein. Donc c'est effectivement, ce sont des questions ouvertes. Et quand on discute avec des pilotes d'avion, ils disent que peut-être qu'un jour, effectivement, on aura des avions totalement autonomes, parce qu'on sait qu'une grande partie des accidents ont été liés à des erreurs humaines. Aujourd'hui, on pense encore qu'il vaut mieux qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et Il n'y en a plus dans le tramway. Voilà, Dans il n'y en a métro. plus dans le tramway, il n'y en a plus dans les métros. Et on est assez content de ça, enfin, ça pose pas trop de problèmes. Voilà. Donc ce sont vraiment des questions ouvertes. Eh bien, nous en resterons sur ces conclusions. Je vous remercie. Et puis, continuez à suivre ces sujets s'ils vous intéressent. Pas mal de choses sont disponibles sur Internet, vous pouvez les voir. Et certaines vidéos, notamment en ligne. Merci.